Merci Madame la modératrice, messieurs les modérateurs. Je remercie également Madame la Présidente et le comité d'organisation. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui, effectivement, avec mon défi, moi, d'essayer de réfléchir ensemble à ce qui est pertinent sur la prise en charge de nos patients à la phase aiguë de l'AVC ischémique. Pardon. Voici mes liens d'intérêt. Et je voulais discuter d'un cas pratique ensemble d'une patiente de 79 ans, hypertendue, qui a un antécédent d'accident ischémique transitoire pas très clair. En tout cas, elle est sous aspirine et elle a un tabagisme sevré qui brutalement présente devant témoin une hémiplégie droite avec une aphasie et un score ANI-HSS, qui est notre score d'évaluation à la phase aiguë de l'AVC ischémique, chiffré à 14. Les constantes que vous pouvez voir. Et donc, comme on vient de le voir avec le docteur Sadik, l'importance de la réalisation d'une imagerie cérébrale. Le neurologue ne peut pas discuter le traitement de la phase aiguë à la prise en charge de l'AVC ischémique sans imagerie cérébrale. Il faut de toute façon éliminer l'hémorragie cérébrale et sans imagerie, on n'en a pas moyen. Donc cette patiente arrive à 12 heures, donc assez rapidement, comme vous pouvez le voir, avec la réalisation d'une IRM cérébrale qui montre sur les images de gauche un hypersignal en séquence de diffusion. Et comme vous l'avez vu précédemment, cette séquence flair qui est négative, avec par ailleurs sur l'image tout à droite, une imagerie non injectée des vaisseaux intracrâniens qui montre une occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche. Donc nos défis à ce moment-là vont être pour le neurologue vasculaire de traiter le plus vite possible, et on va voir l'intérêt pour nos patients en termes de handicap et de recanalisation, de traiter le plus vite possible, le mieux possible, et d'éviter la récidive dans un deuxième temps. Alors, pourquoi traiter le plus vite possible? Donc, cette patiente a une occlusion artérielle intracrânienne et on peut voir que sur ce graphique d'évolution dans le temps, la région rouge, qui est totalement à gauche du graphique en bas, est entourée d'une région jaune qu'on appelle la zone de pénombre. Et c'est à la fois la région rouge et la région jaune qui vont être responsables du déficit neurologique de notre patiente. En revanche, au cours du temps, et encore une fois, le temps est compté, chaque minute compte, on va avoir une évolution de la constitution du jaune qui va devenir rouge, c'est-à-dire que la pénombre, qui est encore cette région qu'on peut sauver, finalement, au cours du temps, va devenir de la nécrose et on ne pourra plus sauver le parenchyme cérébral. À partir de là, c'est toute la gamme des traitements de la phase aiguë, l'idée étant d'éviter que cette région jaune devienne rouge, c'est-à-dire que la pénombre ne constitue des lésions irréversibles avec un handicap irréversible pour nos patients. Alors nos défis en préhospitalier, il est tout d'abord d'organiser dans chaque pays des filières comme c'est fait au Maroc avec reconnaître l'AVC avec une mission d'éducation de la population sur les signes de l'AVC. Ça fait pas mal l'AVC. Le docteur Sadik en a parlé, il peut y avoir des signes transitoires préalables à cet AVC qui finalement passent inaperçus, les patients n'en parlent pas. Et donc, en tout cas, ces signes qui doivent être connus de la population générale doivent faire appeler le 141 et permettre aux patients de pouvoir avoir accès à une unité neurovasculaire avec un transport du patient qui se fera à plat strict pour éviter d'aggraver les lésions cérébrales en respectant la pression artérielle. Et en préhospitalier, pour le moment, on n'a pas moyen de faire l'imagerie. Et comme je vous ai dit, le neurologue, nous, on ne sait rien faire si on n'a pas d'imagerie du cerveau. Néanmoins, effectivement, ça a été évoqué, les Mobile Stroke Unit, avec un protocole en cours sur Paris d'un camion avec un scanner intégré qui permet en préhospitalier de vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie cérébrale et donc de mettre le traitement en préhospitalier, le traitement thrombolytique. Et de voir, donc en préhospitalier, le 141 va contacter les neurologues vasculaires pour voir si le patient peut être pris en charge en unité neurovasculaire. En intra-hospitalier, on a un timing et on a dans chaque UNV un compteur, c'est-à-dire qu'on sait exactement, il faut optimiser à chaque moment de la prise en charge du patient le temps que va prendre le fait de lui faire une prise de sang, le protocole IRM, et à la sortie de l'IRM de se dire, voilà, il faut qu'on puisse décider la prise en charge et la stratégie thérapeutique pour gagner du temps. Donc nous, à Bichat et dans les unités neurovasculaires, on va directement à l'IRM avec notre petite chariote que vous voyez en bas à droite. On prélève le patient, où on a le thrombolytique dans le chariot,
et le patient ne vient même pas en neurologie, il est thrombolysé à la sortie de l'IRM ou du scanner, ce qui permet de gagner du temps. Les autres défis, donc c'est toujours cette notion de temps et la thrombolyse, pourquoi dans les 4h30 donc ça a été des données de la littérature initialement dans les 3h puis 4h30 qui montrent que, comme vous le voyez ici dans le tableau sur les 3 premières lignes, on est beaucoup plus efficace plus on va instaurer le traitement tôt et notamment avec une décroissance du bénéfice attendu pour nos patients lorsque on attend trop longtemps et avec ce cut-off de 4h30, en tout cas défini lorsqu'on a l'heure de début des symptômes. Sauf que, comme ça a été évoqué, on n'a pas forcément l'heure de début des symptômes lorsque le patient a présenté son déficit neurologique. En tout cas, chaque minute compte. C'est pas parce qu'on sait, par exemple, que le patient est à 2 heures de l'installation de ses symptômes qu'on va aller déjeuner et revenir 1 heure après. C'est vraiment une urgence d'instaurer le traitement. Mais le problème, comme on le disait, c'est qu'on n'a pas forcément l'heure de début, et ça, l'étude Wake Up y répond bien, de patients, en tout cas pour la thrombolyse, les fameuses qu'on appelle AVC du réveil, c'est pas forcément le réveil, ça peut être effectivement un patient qui n'a pas été vu depuis X heures par sa famille. Et bien effectivement, dans cette situation-là, avec une séquence de diffusion qui se positive dans les premières dizaines de minutes de l'ischémie cérébrale positive mais un flair négatif, effectivement, on peut thrombolyser le patient en l'absence de contre-indication de ce traitement. Alors pour l'AVC, entre 4h30 et 9h, donc je vous ai dit, la thrombolyse, c'est 4h30, d'accord ? En revanche, on peut s'aider d'imagerie qui va exactement nous montrer ce que je vous ai montré sur la 2e ou 3e slide. Vous vous souvenez du jaune et du rouge ? Mon jaune, et je ne veux pas que mon jaune se transforme en rouge. C'est tout à fait l'idée de ces imageries de perfusion, c'est-à-dire qu'elle va montrer le cœur de l'infarctus, qui est ici en violet, et la région du cerveau qui est encore à sauver, qui est représentée en vert. Et cette imagerie va nous permettre de dire « j'ai pas l'heure de début des symptômes, mon flair est négatif, je peux encore sauver du cerveau » et donc effectivement permettre à nos patients de bénéficier de la thrombolyse intraveineuse, comme vous le voyez effectivement en neurologie vasculaire, habituellement, les critères d'étude, c'est le score de handicap à 3 mois. Donc, quand vous voyez les barres comme ça, c'est effectivement le score de Rankine à 3 mois. Et vous voyez que les patients thrombolysés dans cette étude, jusqu'à 9 heures du début des symptômes, bénéficiaient de la thrombolyse uniquement lorsqu'on a fait cette imagerie de perfusion. Alors, les recommandations, je vous les ai posées là, c'est ce dont on vient de parler, jusqu'à 4h30, il n'y a pas de problème. Au-delà de 4h30 jusqu'à 9h, il faut une IRM cérébrale. On ne peut pas, en tout cas, se contenter, entre guillemets, d'un scanner qui peut faire tout à fait le travail jusqu'à 4h30. Les premières études de la thrombolyse ont été faites sur scanner. On s'est thrombolysé sur scanner. En revanche, quand on est, entre guillemets, en dehors du timing de l'AMM, c'est-à-dire plus de 4h30, il faut l'IRM pour avoir cette imagerie de perfusion. Alors, comme tout traitement, on est toujours dans une balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, le bénéfice de la thrombolyse, c'est de dissoudre le caillot, de restaurer un débit sanguin cérébral et d'éviter le handicap pour nos patients, avec, comme vous le voyez, un bénéfice lorsqu'on a une occlusion d'un gros axe, c'est-à-dire la terminaison de carotide sur cette vue d'artériographie. Si on a occlusion de carotide, la thrombolyse, elle marchera dans 5% des cas. Donc, c'est quand même pas très satisfaisant. Et vous voyez que l'occlusion plus distale va permettre une recanalisation uniquement par la thrombolyse jusqu'à entre 40 et 60% selon les études. Donc ça, c'est le bénéfice attendu de la thrombolyse, qui, on l'a vu, pas majeur dans le cadre d'occlusion grosse artère, versus le risque hémorragique, on l'a toujours en tête, qui est estimé à 6-8%, et on prévient toujours le patient et sa famille de ce risque hémorragique. Donc pour les patients qui ont l'occlusion, comme on l'a vu, de grosse artère, et les sylviennes proximales, on ne peut pas se contenter de la thrombolyse, et c'est ce qui a été montré avec les études et ce qu'on appelle la stratégie combinée, thrombolyse plus thrombectomie. On va, grâce à un cathéter par voie fémorale, enlever le caillot dans l'artère cérébrale. Chez des patients dans ces études, donc 2015 a été une année où en janvier, il y a eu 5 articles randomisés qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie mécanique, qu'on thrombolyse ou pas notre patient, avec effectivement un bénéfice pour ce traitement, quel que soit l'âge du patient et quel que soit effectivement le site d'occlusion, donc encore une fois proximal, carotide ou sylvien.
Mais ça nécessite de réorganiser les filières, c'est-à-dire faire la thrombectomie. À Bichat, on ne fait pas de thrombectomie, donc on adresse nos patients à la Fondation Rothschild pour faire la thrombectomie. Et donc, sur effectivement un ratio d'environ 150 unités neurovasculaires, il y a uniquement 40 centres qui permettent de faire les thrombectomies. Donc ça veut dire un transfert du patient pour pouvoir faire le geste. Avec quand même une complexité technique. Le défi technique du retard, parce qu'on va le dire comme ça, entre guillemets, du développement du matériel par rapport aux cardiologues qui, je crois, désobstruent des artères coronaires depuis très longtemps. Pourquoi les neurologues et quelles ont été les difficultés techniques pour les neurologues interventionnels? C'est le matériel et surtout le fait que les artères intracérébrales, c'est du papier à cigarette, il n'y a plus de limitantes élastiques externes et que tout le développement de matériel dans les années 80-90 n'avait pas réussi à montrer de bénéfices de la thrombectomie. Ce qui a été, et les études de 2015 ont notamment utilisé ce qu'on appelle le stent retriever, qui va permettre d'aller accrocher le caillot dans l'artère cérébrale. Là, sur l'image d'artériographie à droite, vous avez une occlusion proximale en haut de la flèche. Et le stent retriever permet d'enlever le caillot, mais surtout aussi d'enlever le stent. Parce qu'on n'aime pas trop laisser un stent dans une artère intracérébrale, parce que ça veut dire bithérapie anti-agrégante chez un monsieur ou une patiente qui est avec un AVC récent, et donc c'est une stratégie thérapeutique derrière qui est difficile. Donc l'émergence de cette technique où on capture le caillot mais qu'on retire le stent, plus maintenant la technique combinée avec de l'aspiration, permet effectivement d'avoir démontré l'intérêt de la thrombectomie jusqu'à 6 heures. Alors jusqu'à 6 heures, thrombectomie, et après, quel va être le défi pour nos patients qui sont pris en charge après 6 heures? Eh bien, vous voyez là encore la place de l'imagerie de perfusion qui va nous montrer le cœur de l'infarctus et la pénombre, notre fameux graphique initialement jaune, avec l'étude Down qui, elle, a évalué le bénéfice chez les patients jusqu'à 24 heures, l'étude Diffuse 3 qui, elle, a évalué jusqu'à 16 heures. En tout cas, les recommandations, qu'elles soient nord-américaines ou européennes, vont dans le sens que entre 6 heures et 24 heures, certes, on peut faire une imagerie cérébrale avec, quand on a la mise en évidence d'une occlusion d'une artère intracérébrale, soit terminaison de carotide, soit sylvienne, pour décider avec le bénéfice du traitement. Vous voyez sur le graphique au milieu de la diapositive à droite. Alors, la problématique, puisqu'on parle de défi aujourd'hui, c'est le patient sous anticoagulant. Il y aura une contre-indication potentielle au fait de faire la thrombolyse. Les recommandations classiques, c'est l'INR supérieur à 1,7, mais l'émergence des anticoagulants oraux directs nous ont posé une problématique de réflexion sur comment faire pour ces patients-là, sachant qu'on peut être amené à avoir des patients aphasiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le traitement qu'ils prennent. Et l'idée a été, avec le circuit de nos collègues biologistes, de pouvoir, sur la prise de sang initiale en urgence, avoir l'information si nos patients sont sous anticoagulants ou pas. Alors le diagramme est assez imbuvable, je suis désolée, mais en globalité comme ça, mais l'idée effectivement c'est de se guider d'une part de l'heure de la dernière prise du traitement, si on arrive à avoir et le traitement et l'heure de la prise, qui fait déjà des informations complexes, et si on a ces informations, de doser spécifiquement l'antidisa pour l'anticoagulant oral direct, et vous voyez que globalement, inférieur à 50, on va pouvoir discuter la thrombolyse, supérieur à 100, on ne peut pas thromboliser, et entre les deux, on n'a pas la réponse. Sachant que ce patient, s'il a une occlusion artérielle, de toute façon, la question ne se pose pas, il partira en thrombectomie, s'il remplit les critères pour, en complément de la thrombolyse, avoir un geste endovasculaire. Alors, les défis pour l'avenir, les nouvelles thérapeutiques, alors en tout cas sur les traitements médicamenteux, vous voyez que si on résume un petit peu ce que je viens de dire, la thrombolyse de nos patients qui ont un AVC à la phase aiguë, c'est un quart de nos malades, grand maximum, voire plutôt 15-20% de nos patients qui vont bénéficier de cette thrombolyse intraveineuse. Et en ce qui concerne la thrombectomie, c'est 5-10% des patients à la phase aiguë de l'AVC. Donc l'idée de traitement complémentaire ou adjuvant émerge dans l'idée d'essayer d'augmenter finalement la possibilité d'améliorer le handicap de nos patients. Alors là, je vous ai mis cette dernière littérature récente de Michael Mazighi sur le glenzozimab, qui est un anticorps spécifique qui, au moment de la thrombectomie, est injecté au patient, qui est en étude actuellement sur
la population, et en tout cas dans l'idée de traitement adjuvant à la thrombolyse, thrombectomie, peut être un traitement à l'avenir dont vous réentendrez parler. La ténectéplase, donc, est utilisée au Maroc, qui l'est aussi en France, qui l'était jusqu'alors hors AMM. On vient tout juste d'avoir l'AMM, avec, on espère, ce traitement qui sera disponible, est un traitement très intéressant parce que c'est une injection unique. Contrairement à l'actylis, qui est le RTPA, qui est une injection puis une perfusion pendant 1 heure, le ténectéplase, c'est une injection unique et effectivement dans la littérature qui montre également son bénéfice dans la prise en charge de nos patients en neurologie vasculaire. Et enfin, je finirai par d'emblée, pour ensuite discuter le topo suivant, tout de suite, le défi du neurologue, ça va être d'essayer de trouver la cause. Et chez notre patiente qui finalement aura eu la thrombolyse et la thrombectomie, pour en revenir à notre cas clinique, d'emblée, la prise en charge dans les premières heures, premiers jours, va être effectivement de définir et de rechercher la cause, et notamment, vu le pattern de la patiente, une fibrillation atriale paroxystique, et bien sûr le traitement de ces facteurs de risque. En conclusion, il faut gagner du temps sur tous les niveaux, en tout cas pour réaliser l'imagerie. En préhospitalier, on espère que ce sera l'avenir, parce qu'on a besoin de cette imagerie pour traiter nos patients. Vous avez vu qu'on sélectionne de plus en plus nos patients grâce à l'imagerie pour pouvoir leur permettre un traitement de prise en charge à la phase aiguë, thrombolyse maintenant qui peut être discutée jusqu'à 9 heures, thrombectomie jusqu'à 24 heures, et la place des traitements adjuvants, les nouvelles molécules qui est en train d'être définie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Perron.